Bonsoir chers téléspectateurs, bonsoir aux internautes qui nous suivent depuis toutes les plateformes digitales de Tchad Info. Bonsoir aux auditeurs de la radio Tchad Info FM. C'est toujours avec un réel plaisir que nous nous retrouvons pour parler de la vie de notre pays. Aujourd'hui, il sera question d'un sujet crucial, donc celui de la vie politique nationale, la suspension du cadre national de concertation politique, le CNCP, et la projection, sinon la volonté de la création d'un nouveau cadre. Il faut rappeler que le CNCP a été créé suite à l'une des résolutions du dialogue national inclusif et souverain pour permettre d'avoir un cadre de dialogue entre les partis politiques. Cependant, pour certains, c'est considéré comme un instrument utile, pour d'autres, c'est un instrument vidé de son sens au service du pouvoir, ou sinon contrôlé par le pouvoir, si vous voulez. Le président de la République, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, a donc pris une décision pour mettre fin pour dissoudre le CNCP et donc pour essayer de créer en tout cas un nouveau cadre de dialogue entre les partis politiques. Aujourd'hui, nous nous retrouvons autour de cette table pour essayer de faire un peu brièvement le bilan du CNCP, quelles ont été ses forces, quelles ont été ses faiblesses, et ensuite et surtout discuter des orientations à donner au futur regroupement des partis politiques qui va naître d'ici bientôt. Donc, pour parler de ce sujet, nous avons l'honneur de recevoir sur cette table Monsieur Ben Malala Mahamat Saleh. Vous êtes le président du Mouvement national pour la démocratie et l'alternance au Tchad, le Monadat. Bonsoir et merci d'être avec nous sur ce plateau. Bonsoir et merci à vous. C'était un réel plaisir. C'était un réel plaisir pour nous de vous avoir. Monsieur Ben Malala, nous avons également l'honneur de recevoir Monsieur François Ndikombe. Vous êtes le président du Parti Union Sacrée pour la République. Vous êtes aussi vice-président de l'Assemblée nationale, mais vous n'êtes pas là. En portant ce chapeau, vous représentez aujourd'hui sur cette table le Parti Union Sacrée pour la République. Bonsoir et merci d'être avec nous sur cette table. Merci beaucoup Hyacinthe, bonsoir, et la précision est de taille. Je suis là donc en ma qualité du président de l'USPR et c'est un plaisir de partager le plateau avec mon cher ami Ben Malala. Salut également à tous les téléspectateurs et j'allais dire aux auditeurs de Tchad Info. Ouais, très bien, merci. Merci à vous, M. Ndikombe François. C'est un honneur en tout cas pour nous de vous recevoir aussi sur cette table autour de ce sujet. Comme je l'ai annoncé, on va parler du CNCP. Rapidement, M. Ben Malala, à quoi a servi réellement le CNCP pour vous, vous qui avez déjà, entre-temps, demandé sa dissolution? À quoi cela a servi réellement dans la phase de la transition? En réalité, le CNCP n'a pas servi grand-chose, puisque, comme nous l'avons souligné le 19 mars dans un communiqué demandant sa dissolution, puisqu'il est devenu une structure de soutien d'un camp, d'un parti politique. Donc c'est au service pratiquement d'un parti politique. Et alors que sa mission n'était pas celle-là, c'est celle donc d'aider la transition avec la création ou bien la proposition d'avant-projet de loi, des textes pour permettre maintenant au gouvernement de prendre des bonnes résolutions, de bons textes afin de nous aider. Et donc moi j'incrimine même que le CNCP était à l'origine même de nous avoir arraché le pouvoir de contrôle des élections, puisque les textes devaient passer par le CNCP, c'est le CNCP qui devait faire cette proposition. Malheureusement, le CNCP a laissé ça entre la main donc, du ministère de l'administration du territoire, qui a taillé les choses comme il le veut, et qu'on n'avait même pas la possibilité de contrôler les urnes pendant les élections. Et donc, en réalité, ce cadre qui a été créé pour nous aider d'avoir des élections libres et transparentes, et ce cadre a plutôt fait le contraire, raison pour laquelle nous avons demandé sa dissolution, et il va de soi puisque le cadre devait aussi logiquement disparaître avec la fin de la transition. Très bien, merci pour votre analyse. On revient aussi à M. Joël François, à qui on donne également la parole de répondre à cette question. Pour vous, selon vos analyses, selon vos observations, étant chef aussi des partis politiques, à quoi est-ce que le CNCP a servi? Ok, très bien. Je voudrais d'abord vous remercier pour cette question. Moi, je pense qu'il faut d'abord situer le contexte historique. Avant l'avènement du CNCP, il y avait, dans un premier temps, la dissolution
du cadre national de dialogue politique, le CNDP, par le président du Conseil militaire de transition de l'époque. Et c'était important parce que nous étions en train de nous préparer pour aller au dialogue. Et lorsque nous devrions aller au dialogue, le dialogue national inclusif et souverain, il n'était pas important qu'il y ait parallèlement une structure qui s'appelle le cadre national de dialogue politique. On allait se retrouver avec une forme un peu de, j'allais dire, d'embouteillage entre le CNDP et le DENIS. Donc, c'était tout à fait normal que le président ait dissous, à l'époque, le président de la transition de l'époque ait dissous ce qu'on appelle le CNDP et un peu plus tard mettre en place le cadre national de concertation des partis politiques. Mais c'était aussi important parce que vous savez, nous étions dans un contexte un peu j'allais dire, des discussions pour aller au dialogue, etc. Il y a des gens qui ne veulent pas aller au dialogue, il y a des gens qui parlent de monologue, il y a des gens qui pensent que ce n'était pas important d'avoir un dialogue national inclusif et souverain. Donc moi, je pense que c'est dans ce cadre un peu perturbé, turbulent, que le CNCP a été mis en place. Mais c'était un organe un peu hybride, en fait, qui tenait un peu compte de toutes les composantes, je peux dire. On ne parle ni de majorité ni de l'opposition, parce que vous savez qu'on était sous la transition et donc on ne pouvait pas savoir qui est de la majorité, qui est de l'opposition. Mais il fallait quand même avoir un cadre pour pouvoir accompagner la sortie de la transition. Donc moi je pense que dans une certaine mesure, je ne veux pas être trop sévère comme mon ami Ben Malala qui pense que le CNCP n'a servi à rien et qu'au contraire, il a même empêché le contrôle des élections. Moi, je pense que le contrôle des élections, c'est beaucoup plus... On a un organe qui s'appelle l'ANGE, Agence nationale de gestion des élections, qui organise, en fait, qui organise les élections. Donc, le contrôle des élections, je ne crois pas que ce soit du ressort du CNCP. Et même l'ancien cadre national de dialogue politique, je ne sais pas s'il était du ressort du CNDP de l'époque de contrôler les élections. Ce qui est évident, et il a relevé, je suis tout à fait d'accord avec lui, c'est que un projet de loi, avant d'atterrir sur la table de l'Assemblée nationale, c'est d'abord examiné au niveau donc du Conseil des ministres. Mais avant son examination au niveau du Conseil des ministres fait l'objet d'abord d'une sorte un peu, ça devait être d'abord mijoté, ce projet de loi-là, par le CNCP, le CNDP autant pour moi, qui était à l'époque composé de la majorité et de l'opposition. Donc ils avaient une vue un peu d'ensemble et ils essaient de s'accorder sur un projet de loi avant d'aller au Conseil des ministres. Du Conseil des ministres, quand ça arrive à l'Assemblée nationale, après le vote de cette loi-là, il n'y a pas tellement de discussion dessus, que ce soit le code électoral ou bien d'autres lois sur les élections. Donc moi je pense que le CNCP a essayé de jouer le rôle en fait, il a fait ce qu'il pouvait faire. Mais il avait des limites aussi. Parce que, je prends un exemple, on n'avait jamais une assemblée générale. Les partis, après la mise en place du CNCP, on ne s'est jamais retrouvé pour discuter ne serait-ce qu'une assemblée générale. Donc, je crois qu'à ce niveau-là, le bilan peut être un peu un bilan mitigé. C'est-à-dire que tout le monde est d'accord, y compris ceux qui ont dirigé le CNCP, que le CNCP avait des faiblesses, etc. etc. Donc, dans le discours du président, lorsqu'il était question de remettre en place un nouveau cadre de dialogue politique, le président l'a relevé également, que le bilan du CNCP n'était pas très rose. Il y avait des faiblesses, il y avait des manquements. Mais comment, pour moi, la question la plus importante, le CNCP étant dissous, je crois que le plus important, c'est le cadre qui va venir là. Comment est-ce qu'on peut avoir un cadre qui soit différent du CNCP? C'est une question à laquelle vous allez répondre, en tout cas. Il faut tirer les conséquences du passé. Parce que j'ai comme l'impression que le président François Diocompé est en train de vouloir habiller ou bien camoufler les faiblesses ou bien les manquements du CNCP. Le cadre national de concertation des partis politiques, comme vous le dites, il a réuni toutes les sensibilités politiques. Il y a des partis qui ont refusé en fait d'y adhérer. Mais sa mission était quoi? Revenons sur la mission du cadre. Sa mission est de préparer les avant-projets de loi
avant maintenant de l'envoyer au gouvernement pour examiner avant d'atterrir à l'Assemblée nationale. Une chose qui n'a pas été faite. On a laissé le gouvernement seul faire ce qu'il veut. Mais est-ce que quelque part, ce n'est pas le gouvernement qui a mis de côté le CNCP? Non, mais on doit se battre lorsqu'on a une mission. Ou soit on remplit convenablement sa mission, ou soit on quitte, ou soit on démissionne. Parce que c'est un cadre qui réunit presque toutes les sensibilités politiques. Et lorsqu'on dit qu'il faut qu'il y ait un cadre de concertation politique, il fallait d'abord, dans un premier temps, se retrouver pour s'accorder sur les textes qui devaient partir. Et si tel était le cas, on n'aura pas de problème. Mais lorsqu'on ne connaît rien, et puis les textes atterrissent à l'Assemblée, et puis on sait comment ça se passe au niveau de l'Assemblée, tout ça. Et le cadre, en réalité, n'a pas fait sa mission. La mission de sensibilisation, la question de citoyenneté, la question de formation des partis politiques et tout ça. Là également, c'est auprès de PNUD et autres, il y a eu 2-3 formations dont nous, en tant que leaders politiques, nous n'avons pas été véritablement associés. Et l'Assemblée générale dont fait cas, les textes qui le disent, le cadre doit se réunir au moins 2 fois en Assemblée générale, ordinaire et peut-être extraordinaire à la demande de tel nombre qui a été institué par les textes. Chose qui n'a pas été fait. Ni un rapport, ni un bilan, ni une Assemblée générale pour ne serait-ce que de dire que nous sommes arrivés en fin de mission, voilà ce qu'on a pu réaliser, ce qui n'a pas été fait. Même en termes de finances et tout ça, il y a beaucoup de choses qu'il faut l'autre. Alors qu'en réalité, nous on s'est rendu compte que, écoutez, les gens partent là-bas, c'est à la recherche de l'emploi que de vouloir faire un travail politique. Est-ce que le CNCP est doté d'une autonomie financière? Mais bien sûr, elle bénéficie des subventions de l'État. Aujourd'hui, on se retrouve avec une dette, je ne sais pas, de 6 à 7 mois de salaire des personnels d'appui, également en termes d'indemnité et même le loyer. Je ne sais pas comment est-ce que la gestion... Mais c'est l'argent public. C'est des gens qui sont partis au nom de toute la classe politique pour représenter. Pourquoi ils ne font pas ces bilans? Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Pour moi, le CNCP n'a servi à rien alors qu'il avait une mission. Il avait une mission d'encadrer la vie politique pendant cette période de transition. Certains estiment que le CNCP est instrumentalisé par le pouvoir. Est-ce que c'est aussi votre avis? Mais écoutez, quand le président Brice était désigné président, il a mis combien de temps pour le faire partir? On a fait ramener d'autres personnes qui doivent obéir strictement aux orientations donc, du pouvoir. Et ça, fallait comprendre ça. Et donc le CNCP, en réalité, nous l'avons souligné dans notre communiqué du 19 mars, et nous avons dit que le CNCP est devenu une structure de soutien d'un parti politique. Et donc, il faut comprendre le contenu de notre communiqué. Merci. Monsieur Dikobe François, est-ce que vous pensez que le CNCP est instrumentalisé? Non, mais moi je crois que, je pense que ce n'est pas très honnête de mettre j'allais dire, l'échec du leadership du CNCP de l'époque, qui a créé des tensions ayant permis donc finalement le départ du président Brice, de mettre cet échec-là sur le dos du pouvoir. Je ne crois pas. C'est de la responsabilité des partis membres du CNCP et peut-être mettre également au passif du leadership du président Brice lui-même. Moi, j'ai suivi la crise où les gens n'arrivaient pas à se réunir, où on convoquait d'un côté une réunion, de l'autre côté d'autres partis se regroupent, etc. La tension était telle que je ne sais pas comment est-ce qu'on peut mettre ça sur le dos d'un régime. Moi, je ne crois pas. Je pense qu'il y a notre propre responsabilité qui est engagée en tant qu'acteur. Des acteurs ayant participé au CNCP, il faudrait qu'on soit clair, qu'on ne puisse pas également tout de suite... c'est trop facile. Moi, je crois, monsieur le Président, c'est trop facile de jeter. Il faut faire la part des choses. Hein. Moi, je n'incrimine pas un régime. C'est de la faute des hommes. C'est la faute des hommes. Sinon, si le système ou bien le régime n'a pas la volonté, en fait, d'avoir un cadre de concertation des partis politiques, ce cadre n'allait pas être créé. Une fois créé, c'est maintenant la faute des hommes qui sont mis à la tête de cette structure et les autres qui représentent le gouvernement qui veulent absolument placer leurs hommes. Et ça, il faut faire la part des choses. C'est-à-dire, un système, c'est un système, et les hommes qui font la mission, ce sont ces hommes-là. Aujourd'hui, vous n'allez pas me dire que les CNCP travaillent en toute liberté, en toute tranquillité, sans qu'il y ait des injonctions donc, du pouvoir. Ça c'est clair.
Ça, tout le monde est d'accord sur ça. J'ai fait allusion du départ du tout premier président. Il fallait comprendre qu'est-ce qui s'est passé exactement, pourquoi. Vous-même, vous venez de le dire, quand on convoque une réunion, les autres tiennent une autre réunion de l'autre côté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas cette volonté-là de ces hommes-là qu'on leur demande maintenant d'aider ce cadre-là, de pouvoir encadrer le politique ou la politique dans ce pays-là pour qu'on puisse vraiment faire de bonnes choses et sortir avec de très bons résultats à la fin donc, de la transition. Nous, notre souhait, c'est quoi? Notre vœu, c'est quoi? Si aujourd'hui, le président Mamadi Idriss Déby Itno se réclame président de la République et comme les élections, les résultats lui ont donné, c'était grâce à cette mobilisation générale de presque 300 partis politiques. Aujourd'hui, il doit sa légitimité à ces partis politiques-là. Pourquoi est-ce que maintenant, s'il s'agit de mettre en place une structure, c'est parce que c'est des questions d'intérêt personnel que les gens se battent là-bas et ils essayent de torpiller les choses. Voilà, je crois que c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Bon, le président Ben Malala a mis un peu de l'eau dans son vin, donc je suis d'accord avec lui que c'est un problème des hommes. Moi, je pense que ce qu'il faut... il faut faire très attention lorsqu'on dirige ce genre de structure-là. J'ai le sentiment, en fait, que ceux qui dirigent n'arrivent pas à eux-mêmes afficher leur indépendance. Peut-être parce qu'ils se disent, si je suis peut-être trop juste, on risque de me faire partir très vite. Et donc, en faisant une sorte un peu de... les gens n'arrivent pas à faire leur propre autocritique. Ils s'auto-censurent. Moi, je crois que c'est ce qui a été le cas. Le départ de Brice qu'on a évoqué tantôt, il aurait été très simple d'évoquer, ne serait-ce que de dénoncer ce que j'appelle entre griffes les magouilles au sein du CNCP à l'époque par une conférence de presse publique. Ça n'a jamais été fait. Moi, à titre personnel, j'ai eu des rencontres avec Brice pour lui prodiguer des conseils. Que par rapport à telle ou telle situation, peut-être il faut prendre position, il faut faire ceci, cela. Mais les gens, ils pensaient que, bon, on laisse couler les choses comme ça, bon, dans le coulis, ça va aller. Et finalement, pouf, il était débarqué du CNCP. Et ensuite, un autre président est arrivé, Dr Nasra est arrivé. Bon, le cadre, après 4 ou 6 mois de blocage, a commencé à fonctionner, tant bien que mal, avec Dr Nasra, jusqu'à la fin, jusqu'à sa dissolution. Mais là aussi, peut-être que il n'y avait plus de choc il n'y avait plus de guéguerre, de leadership, etc. etc. Le cadre fonctionnait, mais comme je le disais tantôt, il n'y avait pas de rencontre entre les partis politiques, etc. etc. Donc, il y a un certain nombre de choses qu'on peut quand même reprocher au CNCP. Et maintenant, la question la plus importante, contrairement à ce que disait le président Ben, je ne dis pas que le cadre a joué correctement son rôle. J'étais d'accord qu'il y avait des faiblesses, comme le président Mahamat a relevé dans sa déclaration. Mais maintenant, comment faire pour que le futur cadre-là soit un cadre qui joue véritablement son rôle? On va revenir sur ça. C'est la question la plus importante. J'aimerais que le président Djekombe nous dise quel a été le résultat ou la réussite du cadre. Lorsque nous, on dit que le cadre n'a servi à rien, vous dites que non, il y a seulement des insuffisances, mais quand même, il y a des l'actif qui vous mettent à l'autre là. Dites-nous-les. Non, mais écoutez, je pense que le cadre... la plus grande réussite du CNCP pour le cadre ne pouvait pas... on ne peut pas dire que le cadre n'a servi à rien. Il a parlé des formations. Il y a eu une formation qui a été organisée, je ne sais pas, l'ex-hôtel Kempinski, je ne sais pas si vous étiez. Il a cité également les partenaires comme le PLUD. Il y avait également une cohorte de jeunes, une formation qui a été organisée avant les élections au profit des jeunes. Je crois que cette formation a eu lieu à N'Djamena, à Abéché et à Mundo. On peut reprocher des choses, mais je crois qu'il faut quand même être un peu juste et dire que le cadre, le CNCP a été mis en place dans un contexte un peu particulier de transition avec tous ces défauts, j'allais dire avec ces défis, et puis dans un temps assez court quand même,
par rapport au cadre national de dialogue politique qui pouvait courir sur tout un mandat. Donc moi je pense que c'est dans ce cadre-là que nous avons en 2 ou 3 ans 2 coordonnateurs qui ont géré le cadre. Chacun a pu faire ce qu'il pouvait, ne serait-ce que par ces formations-là, d'abord au profit des leaders politiques et puis ensuite au profit par exemple des jeunes qui devaient s'engager dans les élections du 29 décembre 2024. Donc je crois qu'on ne peut pas dire que le cadre n'a servi à rien, que c'était quelque chose d'inutile. C'était quelque chose qui a été utile et dans le contexte de la transition, c'était important. Mais il n'avait pas véritablement joué son rôle de rassembler la classe politique, d'avoir des débats contradictoires au cours d'une assemblée générale. La reddition des comptes également, je suis tout à fait d'accord. Moi, je crois que de la même manière que lorsqu'on nous donne des subventions de 3 millions, de 5 millions, nous déposons notre rapport au niveau de la Cour des comptes pour pour être validé par les cours des comptes. Il faudrait qu'une structure comme le CNCP ou bien comme le CNDP, la structure qui arrive, puisse également, que la Cour des comptes puisse avoir un droit de regard sur les gestions. Parce que c'est les fonds publics. Même si c'est 1 franc qui a été utilisé dans le cadre de la gestion de l'autre, il faudrait qu'à la fin de leur mandat, si le mandat est d'1 an, il faudrait que les gens rendent compte qu'ils déposent un bilan financier, des états financiers au niveau de la Cour des comptes et que la Cour des comptes puisse certifier leurs comptes. À ce niveau-là, moi je crois que ce soit le président qui est le garant, que ce soit les bailleurs qui interviennent, etc., il faudrait qu'à la fin qu'on sache, par exemple, il y a le PNUD qui donne les ordinateurs, etc., même si c'est 2 ou 3 ordinateurs, et que vous faites un compte rendu pour dire on a eu ça, c'est ça la reddition des comptes. Il faudrait qu'on ait la culture de la reddition des comptes et sur ce plan-là, je suis d'accord avec le président Ben Malala. Mais je crois que le CNCP a essayé de jouer le rôle qu'il peut. Comme toutes les autres structures d'ailleurs, hein, comme le Conseil national de transition, comme la CONOREG, comme les autres structures qui ont joué un rôle assez important pour la sortie de la transition. Maintenant que la structure a été dissoute, il faut donc regarder vers l'avant. On va parler de la nouvelle structure, mais avant de parler de cette nouvelle structure, Monsieur Ben Malala, vous avez dit que le CNCP a connu d'échec. Pour vous, quelle leçon doit-on tirer donc de cet échec-là? Et avant qu'on ne puisse, en tout cas tout à l'heure, parler de la nouvelle structure, quelle forme on aimerait bien donner à cette nouvelle structure? Quelle leçon doit-on tirer du CNCP pour ne pas répéter les mêmes erreurs dans le nouveau cadre de dialogue qui sera mis en place? Moi, je crois que la mise en place du CNCP en son temps, c'était une urgence. Au sortir donc du dialogue national inclusif et souverain. Aujourd'hui, il n'y a pas une urgence. Je crois qu'il faut prendre le temps d'y réfléchir, de penser, de réfléchir et également de mettre en place une structure comme l'a voulu le maréchal dans sa communication. Il faut qu'elle soit une structure en fait pérenne, une structure inclusive et représentative. Indépendante aussi? Indépendante, bien sûr. Elle doit être indépendante parce que si vous regardez aujourd'hui, par le passé, le cadre national de dialogue politique qui est le CNDP, qui est donc né de l'accord du 13 août, et qui a abouti à la mise en place de cet accord, ça a été vraiment un cadre où les gens discutaient de bonnes choses et de bonnes décisions sont sorties. Donc moi je crois que il faut prendre le temps, même s'il faut mettre cette structure avec l'intention de la retoucher après, puisque maintenant la mise en place de ce cadre-là nous renvoie automatiquement à l'ordonnance 40 qui fixe déjà les statuts de l'opposition, qui dit chef de file de l'opposition, c'est-à-dire le président du parti politique qui a plus de députés après la majorité présidentielle. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle l'opposition parlementaire. Maintenant, est-ce que les gens, tout le monde sera d'accord qu'on va sur cette base où il y a la majorité présidentielle et l'opposition? Il y a d'autres partis politiques qui se réclament non de l'opposition, non de la majorité, parce que nous, notre souci, c'est d'avoir un dialogue permanent, inclusif, qui puisse réunir toute la classe politique, qu'on puisse discuter de la vie politique au Tchad. Mais tel que c'est parti, les gens sont en train de précipiter les choses et on risque d'avoir un mort-né. À votre avis, qui doit siéger dans le nouveau cadre qui sera créé et selon quels critères pour vous? Oui, mais nous sommes tous organisés. Il y a des partis qui sont en regroupement. Aujourd'hui, vous n'allez pas trouver un parti politique qui n'est pas dans un regroupement de partis politiques. Donc, il faut voir quels seront les critères. Ça, c'est maintenant la commission qui sera mise en place, pour moi, qui va définir maintenant les critères, pour permettre de telle sorte qu'il y ait cette
inclusivité voulue par le chef de l'État, cette structure qui va être pérenne voulue par le chef de l'État, et d'ailleurs qui est le vœu de tous les acteurs politiques. Si aujourd'hui d'autres réclament un dialogue politique, c'est effectivement pour parvenir à mettre en place une structure pérenne, capable quand même de dire des choses et qui peut même être une structure d'appui et de soutien maintenant dans les programmes politiques, que ce soit du chef de l'État, que ce soit de manière générale pour le bien de la population. Très bien. Monsieur Nicobé François, votre avis, quelle forme doit prendre en tout cas le nouveau cadre ou sinon la nouvelle structure qui va regrouper les partis politiques qui est en vue d'être créée? Pour vous, quelle forme doit prendre cette structure? Qui devrait y siéger? Selon quels critères? Ok, moi je crois que les discussions sont déjà en cours. Hein. La classe politique s'est réunie plus de 2 fois déjà. Dans un premier temps pour essayer de mettre en place un présidium ou bien un comité qui va essayer de chapeauter un peu les travaux. Après la rencontre avec le chef de l'État. Donc moi je pense que, de mon point de vue, il faut une structure un peu à l'image du cadre national de dialogue politique de l'époque. Bon, le nom même, je crois que ça a été déjà proposé lors de la réunion donc, du vendredi 9 mai, je crois. Le nouveau cadre va s'appeler Cadre national de dialogue permanent. Donc, c'est ce qui a été proposé, je crois. Oui, c'est le CPDP, voilà, le Cadre CPDP. permanent de dialogue politique. Voilà, Cadre permanent de dialogue politique. Donc, le cadre permanent de dialogue politique, le CPDP doit donc, sur le plan de la composition, les discussions sont encore en cours, mais si on revient un peu à l'idée du CNDP de l'époque, peut-être c'est d'avoir 15 membres de la majorité, 15 de l'opposition. Maintenant, le nombre de partis est allé en flèche. Hein. Aujourd'hui, on parle de plus de 331 partis politiques légalement constitués. Est-ce que c'est tout le monde qui va accepter donc de signer la charte de ce nouveau cadre-là? La question reste posée. À souligner au passage qu'on n'oblige personne à faire forcément partie du cadre national de dialogue politique. Le président Ben Malala a cité l'ordonnance 40, mais moi je crois que la loi 020 de 2009 reste en vigueur. Cette loi-là, moi je pense qu'elle pèse plus que l'ordonnance 40. Donc cette loi-là, elle est explicite. Elle dit que, en fait, la classe politique est structurée en majorité et opposition. Jusqu'à preuve de contraire, il n'y a pas de changement. Si on veut avoir une troisième voie alternative, c'est-à-dire ceux qui ne se reconnaissent ni dans l'opposition, ni dans la majorité, qui vont être un peu des centristes ou bien qui vont être au milieu, dans ce cas-là, il faut donc retoucher la loi 020 de 2009 qui définit donc le statut de l'opposition. Et à ce niveau-là, moi je crois qu'aujourd'hui, c'est clair, quand on regarde un peu la structure de l'opposition, parce que c'est toujours au sortir d'élections législatives qu'on connaît le vrai poids politique des partis. Aujourd'hui, on sait très clairement où est le camp de la majorité, sinon qui est le chef de file de la majorité, qui est le chef de file de l'opposition, mais il a aussi bien dit de l'opposition parlementaire et puis de l'opposition extra-parlementaire. Donc l'opposition extra-parlementaire ici. Mais aujourd'hui, si on veut travailler avec un cadre formel, moi je crois que ça va s'inscrire un peu dans la majorité, dans l'opposition parlementaire. Mais en même temps, cette loi 020 dit que l'opposition d'une manière générale, parlementaire comme extra-parlementaire, est dirigé par un chef de file de l'opposition, qui a le statut d'un chef de file de l'opposition et qui peut, même dans les cérémonies officielles, etc., avoir voilà, sa place aussi dans les cérémoniales et tout ça. Donc moi je pense que cette loi 020 là est très claire. C'est-à-dire que chaque parti, au sortir des élections du 29 décembre 2024, doit définir son statut. Est-ce que je veux appartenir à la majorité présidentielle? Est-ce que je veux appartenir à l'opposition? Maintenant, j'ai vu également des communiqués, etc. Il y a un petit bémol parce que cette même loi dit la déclaration
d'appartenance à l'opposition ou à la majorité se fait au niveau du gouvernorat qui transmet pour info au ministère de l'administration du territoire. Donc, vous allez d'abord faire votre déclaration d'appartenance, vous déposez ça au niveau du gouvernorat et ensuite, on vous donne un récépissé. Ce récépissé-là, vous joignez à votre déclaration, maintenant vous remettez à votre chef de file de l'opposition ou de la majorité. Mais j'ai vu des gens directement aller vers le chef de file de l'opposition, vers le chef de file de la majorité, sans passer par l'autre. Sur le plan de procédure, il y a un petit vice là. Donc ça, c'est un peu ce que la loi dit. Et donc, moi, je pense que la forme que ça va prendre et qui doit en faire partie, etc., tout dépend des discussions qui sont pour le moment en cours au sein de la classe politique. Il n'y a plus de discussion, Monsieur le Président. Il n'y a plus de discussion, puisque déjà dans la salle, après 2 rencontres, il a été notifié à tous les partis politiques que ceux qui se réclament de l'opposition doivent prendre attache avec le chef de file de l'opposition, qui n'est autre que M. Payimi. Il a été cité normalement dans la salle. Lui-même, il a pris l'initiative de signer un communiqué demandant ceux qui se réclament de l'opposition de venir s'inscrire, et également le chef de file de la majorité, qui mais c'est normal. Le SG du MPS qui a dit. Donc ça veut dire que maintenant, ça se décante, c'est clair. Ou soit on est de l'opposition, ou soit on est de la majorité. Mais moi, mon souhait, c'est de discuter, c'est d'avoir d'autres discussions pour permettre aux autres qui ne se reconnaissent pas dans les 2 partis de trouver une place dans ce qu'on est en train de faire. Aujourd'hui, tous, on est renvoyé vers l'ordonnance 40 de 2018 qui définit clairement. Et donc, aujourd'hui, ceux qui ne se reconnaissent pas dans tel ou tel, ça veut dire qu'ils ne sont pas partants. Ils ne seront plus dans ce cadre-là. Sinon, soit tu t'inscris au niveau de la majorité, soit au niveau de l'opposition. Ceux qui ne se reconnaissent pas dans ce 2 camps-là, ils sont exclus. Et ça, c'est de la faute de la loi, oui, bien sûr. Non. C'est de la faute de la loi. Ça, je ne suis pas d'accord. Ils vont s'inscrire où, Monsieur le Président? Non, vous ne pouvez pas avoir plusieurs majorités et avoir plusieurs... Je sais qu'on peut avoir plusieurs oppositions, mais dans le cadre de la loi, on se conforme à la loi. C'est pour ça que je dis, si les gens veulent une voie alternative... La loi définit cette opposition comme une opposition parlementaire. Et vous connaissez, on ne veut pas revenir en arrière, vous connaissez dans quelles conditions les élections législatives ont été organisées. Vous connaissez qui a gagné les élections, qui n'a pas gagné les élections. On n'a même pas le vrai résultat entre nos mains. Comment est-ce qu'on peut définir? Cette loi, elle est injuste. Comment on n'a pas le vrai résultat? Mais lorsque tu n'as pas le résultat entre tes mains et qu'un organe comme l'Ange, décrié par tout le monde, vous pensez que les résultats donnés par l'Ange sont à 100% réels? Nous sommes dans un état de droit. Nous nous soumettons... Est-ce que c'est réel? Monsieur Ben Malala, nous sommes dans un état de droit. Est-ce que c'est réel? Les résultats donnés par l'Ange, est-ce que ce sont des résultats satisfaisants? Est-ce que ce sont des résultats... Pas satisfaisants, nous sommes dans un état de droit. Mais lorsqu'on exclut les représentants des partis politiques à ne pas aller dans les, je ne sais pas, dans les bureaux de vote pour avoir ne serait-ce que les copies de procès-verbaux, Monsieur Ben Malala, nous sommes dans un état de droit, nous nous soumettons aux institutions de la République. Mais on se camoufle. C'est du camouflage, ça. L'Ange est une institution de la République. Oui. Moi, je m'en tiens aux résultats proclamés par l'Ange. Parce qu'en dehors de l'Ange, il n'y a pas une autre institution qui puisse proclamer un résultat qui puisse donner satisfaction. Mais on peut toujours contester les résultats. Mais on peut contester. C'est interdit de contester. Voilà. Et donc, on peut contester, il n'y a pas de problème. Voilà, s'il s'agit de contester, on peut très bien contester. Les résultats sont contestables. Moi, je pense que vous avez clairement dit, que ce soit l'ordonnance 040, que ce soit la loi 020 de 2009 ou l'ordonnance 040 de 2018, ces 2 structures-là, ces 2 textes définissent clairement le statut de la majorité, le statut de l'opposition. Oui, mais il y a des insuffisances. Au regard de ces insuffisances, nous proposons à ce que cette loi-là ou cette ordonnance-là soit revue et faire une loi en bonne et due forme qui puisse prendre en compte toutes les sensibilités politiques. Non, toutes les sensibilités. Pourquoi est-ce que vous voulez que moi, par exemple, je dois être absolument de la majorité présidentielle ou de l'opposition parlementaire? Vous choisissez être où? Alors, non, je dis pourquoi. Si je ne vais pas être dans le 2 camps, c'est-à-dire que je suis exclu de ces... Vous choisissez une 3e voie alternative. Qu'est-ce que vous proposez alors? Non, mais je propose à ce que cette loi-là puisse réfléchir, puisse être revue et faire de telle sorte que les autres aussi puissent aussi... Aujourd'hui, chacun ne peut pas... Monsieur Yassine, chacun ne peut pas aujourd'hui se lever et dire « Moi, je suis le chef de file de l'opposition, moi, je suis le principal parti de l'opposition. » Non, ça n'existe plus. Et c'est tout à fait normal que M. Payimi, qui a le 2e poids politique le plus important après
le MPS au sortir des élections du 29. Les élections peuvent être contestées, ça c'est autre chose. On peut se mettre dans la rue et contester les élections matin, midi et soir, d'accord. Mais aujourd'hui, sur le plan légal, M. Pahimi, avec ses 11 ou 12 députés à l'Assemblée nationale, c'est 1 ou 2 sénateurs au niveau du Sénat, parce que c'est les deux ensembles-là qu'il faut considérer aujourd'hui, se trouve être la deuxième force. Nous cherchons une légitimité, Monsieur le Président. Une légitimité. Non, la légitimité, la légalité, la frontière n'est pas très grande, mon cher ami. Si on rentre un peu dans la sémantique, on ne va pas s'en sortir. Pardon. Donc, légalité, légitimité, moi je pense qu'aujourd'hui, que ce soit sur le plan légal ou sur le plan légitime, aujourd'hui, M. Pahimi, c'est tout à fait normal qu'il incarne le leadership de l'opposition sur le plan de la loi, loi 020 de 2009. Donc maintenant, s'il y a des gens qui, pour une raison ou une autre, ne peuvent pas, ils pensent que M. Pahimi ne peut pas fédérer l'opposition et qu'ils veulent se mettre dans leurs petits souliers à côté et ne pas le suivre, ça c'est aussi tout à fait normal. Mais moi je dis, l'inclusivité du cadre ne veut pas dire qu'il faille avoir 3 ou 4 blocs de leadership, forcément au niveau du nouveau cadre, c'est-à-dire majorité, opposition, et puis qu'il y ait une 3e voie, je ne sais pas. Et jusqu'à présent, M. Ben Malala n'a pas indiqué quelle voie il souhaite. Parce que s'il y a une 3e voie alternative... Ce qu'il faut faire comprendre, hein, l'ordonnance 40 ne nous oblige pas à mettre en place une structure qui doit être constituée uniquement de la majorité de la présidence et de l'opposition. L'ordonnance ne dit pas. L'ordonnance ou bien cette loi-là donne seulement les statuts de chef de file de l'opposition qui est appelé une opposition parlementaire. Maintenant, nous, en tant qu'hommes politiques, la classe politique peut se retrouver pour dire, en dehors de ça, nous voulons mettre en place une structure qui puisse nous permettre d'avoir un dialogue permanent. Ça n'a rien à voir avec ça. Pourquoi vous voulez nous imposer à ce que ce cadre-là soit dirigé forcément par le chef de file de l'opposition et de la majorité? Le cadre peut être une autre structure, une association, un regroupement qui peut regrouper l'ensemble des partis politiques. Ça n'a rien à voir avec la loi dont vous citez, Monsieur le Président. Merci pour votre précision, M. Ben Malala. On va essayer d'évoluer parce que le temps, on est pressé un peu par le temps. Alors, moi, j'aimerais poser une question. Comment se fera la désignation des membres de ce nouveau cadre qui se projette? Comment faire pour que cette désignation se fasse dans la transparence la plus absolue? Écoutez, je pense que la transparence, je ne sais pas, parce que si vous vous retrouvez avec 331 partis, pour le moment, on ne sait pas, on attend donc de voir combien de personnes vont adhérer à la majorité présidentielle, vont se reconnaître comme faisant partie de la majorité présidentielle, combien de personnes vont se reconnaître comme de l'opposition parlementaire. Mais moi, je crois que l'ordonnance 40 que cite M. Ben Malala n'a pas abrogé la loi 09. Pour moi, la loi 09 est plus explicite et plus pesante que l'ordonnance 40 dont il parle. Parce que cette loi 09 la reconnaît également dans l'un de ses dispositifs, reconnaît également l'opposition extra-parlementaire. Donc vous avez l'opposition parlementaire d'un côté, vous avez l'opposition extra-parlementaire. Mais en définitive, on dit l'opposition tout court, sans toutefois citer l'opposition parlementaire ou l'opposition extra-parlementaire. On dit l'opposition est représentée par un chef de file. Et c'est le chef de parti ayant le plus grand nombre de députés à l'Assemblée nationale. Ce qu'il faut modifier peut-être dans cette loi-là, c'est de changer cette loi, en fait de modifier pour dire maintenant l'opposition est représentée par le président du parti ayant le plus grand nombre de parlementaires ou de députés, de sénateurs. Parce que lorsque cette loi a été précisée dans l'ordonnance 40, cette loi a été adoptée à l'époque quand il y avait quand le Parlement n'était pas encore bicaméral. Donc moi je pense que qui va désigner, je pense que les deux chefs de file vont y jouer un rôle important. Maintenant, est-ce que ça va se faire par regroupement? Si vous prenez la majorité, si aujourd'hui il y a 200 partis au niveau de la majorité, certainement que le chef de la majorité va peut-être dire que les partis se mettent en regroupement. Dans ce cas-là, il y a également, nous avons également un autre sein des regroupements. Au niveau de l'opposition, je crois que c'est la même chose. M. Ben Malala a dit tout à l'heure, aujourd'hui c'est difficile de trouver un parti qui n'appartienne pas
à un regroupement. Donc moi je pense que les gens vont se retrouver également par regroupement et au sein de leur regroupement, ils vont désigner des représentants. Parce que si vous laissez seulement la latitude au chef de la majorité ou au chef de l'opposition de désigner, si c'est 15-15 ou 20-20, certainement que les gens vont encore contester cela. D'accord. Monsieur Ben Malala, pour vous, qui doit désigner les membres de ce nouveau cadre? Comment la désignation doit se faire? Comment faire pour que ça se fasse de façon transparente, de telle sorte que tout le monde soit mais lorsque cette structure qui va naître, les gens veulent absolument l'intégrer dans l'esprit de l'ordonnance 40, on ne va pas s'en sortir. On ne va pas s'en sortir, puisque les orientations du garant de la vie politique, le maréchal Mamadou Idriss Déby Itno, a été on ne peut plus clair. Il veut une structure pérenne, une structure inclusive, une structure représentative. C'est ce qu'il a dit. Mais aujourd'hui, on est en train d'exclure. On va vers une exclusion d'une partie de la classe politique. Pourquoi absolument nous voulons mettre cette structure-là et que cette structure doit obéir à l'esprit de l'ordonnance 40? On n'est pas obligé de le faire. On doit trouver une entente, le mot de désignation. Maintenant, tel que c'est parti, les gens se sont accrochés sur cette ordonnance-là et la loi est claire. Si on s'accroche à ça, c'est le chef de file de la majorité qui désigne les représentants de la majorité et c'est le chef de file de l'opposition qui va désigner. Quel temps nous on a pour... Est-ce qu'on ira en assemblée générale dans les deux groupes? Est-ce que l'opposition ira en assemblée générale, je ne sais pas, pour élire ou par consensus désigner? Est-ce que ça va se faire au niveau de la majorité? Rien n'est clair. Mais ce qui est sûr, ce sont les deux chefs de file qui vont désigner ceux qui vont les représenter. Alors, est-ce que vous pensez vraiment que les partis politiques tchadiens peuvent dialoguer sans ingérence du pouvoir? Ah oui, mais lorsqu'il y a de partis politiques qui sont sans siège, je ne sais pas, sans structure, sans respect de leurs textes eux-mêmes, et des partis créés qui n'attendent que seulement des subventions et autres, moi je pense que les gens ne sont pas sérieux. Même si vous voulez mettre du sérieux, il y a d'autres qui vont encore être de l'autre côté, accepter ou à ne pas rejeter. Aujourd'hui, il n'y avait pas en réalité une crise politique en ce moment. C'est des réclamations, que tel est bon, tel n'est pas bon. On veut qu'on aménage les choses. Parce que sinon, je peux dire qu'aujourd'hui, le climat politique est décrispé au Tchad. Il n'y a pas une crise politique en tant que telle. Mais on peut toujours continuer à dialoguer. Mais lorsqu'on va sur cette lancée que je suis en train de voir, je crois qu'il y aura blocus, il n'y aura pas de dialogue politique dans l'avenir. Et je crois que nous allons nous retrouver dans une situation où les activités politiques ne vont pas être aussi intéressantes. Merci. Qu'est-ce qui manque pour vous, qu'est-ce qui manque fondamentalement au dialogue politique tchadien? Non, mais moi je pense que la classe politique, elle est plurielle. L'opposition est plurielle, la majorité, elle est plurielle. Donc c'est le propre un peu de tous les débats politiques dans tous les pays. Vous ne pouvez pas retrouver 331 chefs de parti, chacun avec son idéologie, chacun avec sa pensée, chacun avec sa manière de concevoir la politique, chacun avec sa manière de concevoir un peu son éthique, la morale, etc. Et que tout le monde dise amen à tout ce que vous dites, comme si c'était dans une église. Aujourd'hui, dans une église même, lorsque le pasteur dit quelque chose où on n'est pas d'accord, on conteste, ou bien quand l'imam fait quelque chose qui n'est pas d'accord, il y a des contestations. Donc moi, je veux dire, au niveau de la classe politique, moi, je pense qu'il n'y a pas péril en la demeure. Comme il a dit, le climat est redevenu calme, mais pour autant, au lieu d'attendre les prochaines élections, la présidentielle c'est en 2029, au lieu d'attendre 2028 pour essayer de se précipiter, mettre sur pied quelque chose de bancal, etc. Moi, je pense que gouverner, c'est aussi prévoir. Donc, pendant que nous sommes en train de dire que tout est calme et qu'il n'y a pas la nécessité à entendre le président Ben Malala, c'est comme il n'y a pas urgence à mettre en place le cadre. Moi, je pense qu'il y a urgence parce qu'aujourd'hui, vous avez des partis regroupés au sein du GCAP qui ne se reconnaissent pas dans tout ce qui se fait depuis que la transition a commencé. Ils ont boycotté systématiquement le dialogue national inclusif et souverain, ils ont boycotté les élections, ils restent dans la contestation jusqu'à présent. Et même ceux qui ont participé à des élections présidentielles, je prends l'exemple des transformateurs, et ils ont systématiquement boycotté toutes les élections générales de décembre 2029 et les sénatoriales de février 2025. Donc moi je pense que sur ce plan-là,
le dialogue est important. Et il y a des questions que les gens posent. Il y en a qui pensent que l'ange que décriait tantôt le président Ben Malala pense que l'ange doit être revu, la composition de l'ange doit être revue, le code électoral doit être revu, etc. Mais si on ne met pas sur pied maintenant une structure bien solide pour réfléchir en amont. Moi, c'est par rapport à ça que je suis d'accord qu'on mette sur pied. Et le président a aussi insisté dessus qu'il faut mettre sur pied une structure inclusive, crédible, indépendante. Inclusive ne veut pas dire avoir plusieurs tendances au sein de cette structure-là. Ça peut être 2 blocs. Il faudrait que les gens mettent de côté leur ego et qu'ils acceptent que nous allons travailler dans le cadre de la loi. Et que ce soit l'ordonnance 040 dont il parle, que ce soit la loi 020 de 2009 dont je parle, ces textes-là structurent la classe politique en 2 blocs. Majorité, opposition. Si vous dites que vous ne voulez pas aller vers la majorité, vers l'opposition, vous allez vous créer votre 3e voie. Et ça veut dire que vous-même, vous allez vous exclure. Il ne faudrait pas que les gens viennent après, ils s'excluent eux-mêmes de la participation à ce cadre et qu'après, on puisse venir pleurnicher. Parce que aussi longtemps qu'on ne modifie pas la loi 020 de 2009 ou bien l'ordonnance 040 de 2018, nous sommes obligés, nous sommes dans un état de droit, on est obligé de travailler dans le cadre républicain, on est obligé de travailler avec les textes de la République. On ne peut pas sortir de là et puis mettre sur pied une structure. Lorsqu'il y a une loi ou bien il y a des textes qui contiennent des insuffisances, pourquoi ne pas les changer? C'est pourquoi je dis, quand le président parle de l'inclusivité, le président qui est le garant même de la vie politique, veut maintenir un dialogue permanent. Pourquoi vous autres partis politiques, vous voulez exclure une partie de la classe politique? Non, nous autres, nous on ne peut pas, exclure des gens. Vous voulez absolument tenir de telle sorte qu'il y ait la majorité et l'opposition parlementaire seulement qui puissent constituer cette structure. Il y a une autre voie. Si aujourd'hui, il y a véritablement des discussions, on peut, en cas de blocus, on peut répartir vers les garants de la vie politique qui peut trancher. On peut aller en arbitrage auprès de lui. Les gens sont en train de précipiter les choses. Va falloir tout de suite mettre les choses parce qu'on veut faire plaisir telle ou à telle chose. Alors qu'on est en train de créer une structure qui ne va encore être le doublon du cadre national de concertation des partis politiques. Le chef de l'État a donné des orientations et nous-mêmes, on est d'accord avec ces orientations. Ça veut dire qu'il dit que je ne mets même pas un comité. Allez-y, un bon responsable, homme politique. Organisez-vous, mettez en place votre structure, votre commission. Vous avez vu dans la salle, lorsqu'on a mis le président, il y a cette contestation-là. Ce sont les mêmes têtes qui, depuis 20 ans, 30 ans, qui se retrouvent dans des structures, c'est eux qui viennent et c'est eux qui proposent des textes. Et après, on vient, on fait une lecture dans la salle, on applaudit, on dit allez-y. Alors que ce n'est pas ça, c'est les orientations du chef de l'État. Allez-y, discutez, revenez vers moi. Et il faut que ça soit transparent. Pourquoi vous voulez toujours camoufler les choses, forcer les choses, et puis à la va-vite, et puis c'est fini? C'est comme ça que les élections... Non. Président Ben Malala, je crois que rien n'est camouflé. Jusqu'à preuve de contraire, je ne comprends pas la 3e voie que vous proposez. Est-ce que vous voulez que pour le moment, on arrête, on bloque le processus de mise en place du cadre, on modifie l'ordonnance 040 dont vous parlez, on modifie la loi 09 dont je parle, et qu'on puisse mouler ces 2 textes-là selon votre format. Mais lequel des formats? Vous voulez qu'il y ait majorité, opposition, et puis la 3e voie, c'est quelle voie? Parce que je ne sais pas, si les gens ne se reconnaissent pas dans la majorité, dans l'opposition, moi je pense que c'est simplement... Il faut les exclure. On ne les exclut pas, c'est simplement une querelle d'ego. C'est simplement une querelle d'ego. Parce qu'aujourd'hui, il se trouve que M. Pahimi, son idéologie reste son idéologie. Moi, je le respecte en tant que chef de parti. Mais si la loi lui reconnaît le titre de chef de file de l'opposition et qu'il y a des gens qui se gênent d'aller vers lui en tant que chef de file pour collaborer avec lui. La légitimité de chef de file de l'opposition. Parce que c'est textuel, c'est les textes qui les disent. Personne n'a contesté. Mais nous voulons dire tout simplement qu'il y ait un véritable dialogue politique comme l'ont réclamé les autres pour qu'on puisse discuter et avoir cette inclusivité-là. On n'a pas dit qu'il faut... Pahimi n'est pas chef de file de l'opposition, ou personne n'a dit ça, personne n'a contesté. Mais pourquoi est-ce que nous voulons seulement aller avec l'opposition et la majorité et une autre partie de la classe politique qui ne se reconnaît ni de l'opposition ni de la majorité, il faut l'exclure? Le dialogue est fait pourquoi? C'est peut-être pour convaincre les gens, pour trouver des terrains d'entente et tout ça. Maintenant, la 3e partie, Monsieur Yacine, posez-lui la question, parce que moi, je n'arrive pas à comprendre. La 3e partie,
qui ne se reconnaît pas dans la majorité dans l'opposition, pour figurer dans le cadre, quel nom on va leur donner? Non, et c'est à nous Parce de que déterminer. juste à présent, moi je ne comprends c'est pas. à nous de déterminer ça. Il y a le garant. Et c'est à nous de déterminer et de décider. Mais quand vous proposez ça, même ça veut les dire que textes, vous les avez votre propositions qu'on est idée en train de ce de que faire, ça devait être. même les propositions de textes qu'on est en train de faire, Oui. qui vont être adoptées peut-être le mardi, ça fera l'objet d'un son transmis au garant de la vie politique, non? Quitte à lui de le valider ou pas. Il peut dire que non, allez-y, reprenez-moi cette partie, ou bien ce n'est pas de ça ce que je veux. M. Ben Malala veut une ouverture. Il faut une ouverture. Pourquoi vous voulez absolument. Sans les cantonner dans des groupes opposition, majorité. C'est ce que moi je comprends de son intervention. Une ouverture, comment on peut appeler ça? Pour que ce cadre-là soit d'une manière officielle. On n'a pas besoin de donner un nom. Pour lui, on a besoin juste de réunir les partis politiques sans les mettre dans des appellations. Désolé. Donc, pour lui, on n'a pas besoin de mettre des partis politiques dans des groupes. Surtout pour la création de cette structure-là, opposition ou bien majorité. On regroupe les partis politiques et on les reconnaît d'être des partis politiques qui dialoguent au sein d'une structure, au sein d'un cadre. Non, mais ça c'est un désordre organisé. Excusez-moi, mais franchement, si c'est de cette manière-là, on ne va pas s'en sortir. Vous savez, on ne peut pas s'en sortir. Le cadre national de dialogue politique du Tchad, créé en 2013, c'était à l'image du CNDP, c'est de copier-coller du Niger. Et comment cette structure a été mise en place au Niger? C'était exactement comme ce que je suis en train de proposer. Il y a eu une crise politique, il va falloir maintenant regrouper l'ensemble de la classe politique sans tenir compte de l'opposition de la majorité pour mettre en place une structure qui va être en quelque sorte un organe de médiation entre les partis politiques en cas de crise politique, ainsi de suite. Pourquoi vous ne voulez pas ça? Aujourd'hui, si je ne me reconnais pas dans l'opposition ni dans la majorité, et que demain, il y a une situation politique, je dois m'orienter vers qui? Dès lors que vous m'avez déjà exclu. Moi, je ne vous reconnais pas en tant que structure qui puisse jouer le rôle de la médiation. Pourquoi est-ce que nous voulons ici, aujourd'hui, copier les choses et ne pas bien copier? Il faut bien copier pour que cela puisse nous aider. Nous, c'est le dialogue. C'est-à-dire, ça nous permet ce temps, le 4 ans restant, ça nous permet de réfléchir ensemble, sans contestation, de dire, écoutez, quelles ont été les insuffisances en matière de textes électoraux? Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Est-ce qu'il faut mettre en place, je ne sais pas, sous forme une CENI ou bien ange paritaire? Est-ce qu'il faut exclure la société civile? Est-ce qu'il faut la réintégrer comme par le passé? Est-ce qu'il faut confier la gestion au ministère de l'administration du territoire comme ça se fait dans les autres pays? Des réflexions peuvent toujours aller. Mais lorsque vous nous mettez dans cette situation, il n'y aura pas de réflexion. Moi, je crois que et d'ailleurs, cette CPD qui va être mise en place, on n'aura pas une assemblée générale qui va discuter des textes jusqu'à la fin. Le cadre de dialogue politique a été mis sur pied toujours sur le tandem opposition-majorité au Tchad. Il a parlé de 2013, je crois, le premier cadre c'était en 2007. L'accord du 13 août 2007. Les tendances, on peut les changer. Non, mais entre-temps, la troisième tendance la troisième tendance qui est proposée par M. Ben Malala, je n'ai pas le nom, je n'arrive pas à comprendre. Le CNDP dont vous faites allusion là, à l'époque, les statuts de l'opposition n'ont pas été déterminés. Aucune loi, aucun texte ne dit que le chef de file de l'opposition est tel. C'était pour repartir encore un peu en arrière, après les élections de 1996, il y a ce qu'on appelle la démocratie consensuelle et participative. Ce sont des concepts tchadiens qu'on peut le créer, non? Pourquoi est-ce que, lorsque Kamougué était président de l'Assemblée nationale, est-ce qu'il a la majorité? C'est pour décrisper la crise politique. Le CNDP a été mis en place, c'était quoi? Ça a permis au Premier ministre d'avoir un gouvernement de large ouverture. C'est des choses, c'est des innovations. Lorsqu'on est en train d'avancer, maintenant il y a une autre classe politique qui revient pour remettre tout en cause, pour pouvoir inscrire une partie. Je ne suis pas d'accord avec cette manière de faire et je pense que ce n'est pas aussi bon pour l'intérêt national. Merci. Il faut mettre en place une structure. Le CNDP qui a été mis en place, le statut de l'opposition n'a même pas été déterminé. Comment est-ce que les gens se sont retrouvés? Comment ils se sont regroupés dans ces CNDP? Expliquez-moi, Monsieur le Président. Sauf si vous voulez qu'il réponde. Non, moi je peux répondre. Oui, rapidement. Moi je peux répondre. Non, je crois que même si le statut de l'opposition n'a pas été clairement défini, il y a des partis qui se réclament de l'opposition. Et à l'époque, l'Union européenne, qui était le partenaire, qui a favorisé la première mise en place du CNDP à travers l'accord du 13 août,
a joué un rôle prépondérant, un rôle important entre le maréchal Idriss Déby à l'époque et puis l'opposition. Voilà, représenté par tout ce monde-là qui se réclame de l'opposition. Donc, c'était pas nécessaire d'avoir un cadre formel. Mais maintenant que nous avons un cadre formel qui structure la classe politique en majorité, en opposition, pourquoi est-ce qu'on a honte de s'allier derrière le chef de file de l'opposition, derrière le chef de file de la majorité pour avoir deux blocs et aller ensemble? Moi, je pense que c'est simplement des égos, c'est simplement des guerres. Dans la perspective des modifications de cette loi, je suis en train de faire une proposition, de faire des propositions. Il y a des insuffisances, il faut modifier cette loi-là pour pouvoir intégrer les autres. Mais maintenant, pourquoi ne pas puisqu'il y a urgence de mettre en place le cadre, à entendre le garant même parler, pourquoi n'acceptez-vous pas de faire partie de l'opposition ou de la majorité, mais tout en faisant en sorte que le futur cadre-là puisse également plaider pour la modification de la loi 020 de 2009 ou bien de l'ordonnance 040 de 2018 pour prendre des dispositions, avoir une troisième voie alternative. Mais nous travaillons à travers des propositions. Mais nous travaillons à travers des propositions. Pourquoi pas? Est-ce que rien ne nous interdit d'envoyer des propositions, de contre-propositions au niveau, que ce soit de deux partis, majorité, opposition? Et qu'est-ce qui nous empêche d'envoyer des propositions au niveau de la présidence pour faire des propositions au garant de la vie politique pour lui dire, monsieur le président, voilà ce qu'il faut faire, voilà notre proposition, voilà notre position. Mais entre-temps, nous sommes dans les dialogues, dans les discussions avec vous. On a pris part dans les rencontres. Donc vous ne pouvez pas dire qu'on est en train d'exclure les gens. Moi, je crois que les 331 partis sont tous embarqués dans le même bateau. Nous sommes tous en train de lutter pour qu'on puisse mettre sur pied ce cadre-là qui soit inclusif comme le président de la République l'a demandé. Donc vous ne pouvez pas dire que le fait de garder l'opposition, la majorité, c'est une manière d'exclure des gens. Je crois qu'il y a des gens qui s'excluent, qui s'auto-excluent eux-mêmes. Merci François Diekombe. On est déjà presque à la fin du temps qui nous est imparti. Mais dernière question avant de vous laisser partir. Monsieur Ben Malala, vous affirmez que le CNCP, le cadre national de concertation politique, a échoué. On est en train de mettre sur pied un nouveau cadre qui sera appelé le CPDP, cadre permanent de dialogue politique. Si ce cadre échoue, qu'est-ce qu'on risque? Je pense que pour l'instant, on ne peut pas prévoir une crise. Et puisque la classe politique, elle doit évoluer en permanence. Il y a des élections qui s'organisent tous les 5 ans, tous les 4 ans. Et nous sortons d'une situation assez délicate, surtout les élections législatives et locales qui ont blessé pas mal de partis politiques. Ça, il faut le reconnaître. Blessé comment? Parce qu'il y a des voix qui ont été détournées, il y a des sièges qui ont été arrachés, donnés à d'autres partis politiques, parce que c'est des deals entre, je ne sais pas, des responsables de l'Ange avec quelques partis politiques, soit entre la majorité en tant que parti, le MPS, qui a aussi arraché des sièges donnés à d'autres, ainsi de suite. C'était vraiment dans un deal ouvert. Et ça, je crois que nous avons aussi le preuve. Il y a aussi des gens qui ont été pris la main. Monsieur Ben, comment vous pouvez faire des affirmations aussi graves sans avoir de preuves? Oui. Moi, j'ai dit, parce que j'ai dit j'ai de preuves, il y a eu des procès-verbaux qui ont été même envoyés d'ici, à partir de N'Djamena en province, pour changer à la veille les vrais procès-verbaux établis par les membres de l'Ange dans leur majorité. Et après, c'était plutôt le président de l'Ange départemental ou sous-préfectoral qui prend et puis voilà, il remplit ça. Il y a, je répartais dans mes publications, vous allez voir, pendant les résultats, avant même les résultats, nous avons dénoncé cette manière de faire ainsi de suite. Donc je crois que si ce cadre mis en place devient un cadre partisan comme par le passé, je crois que c'est une structure de plus. Vaut mieux ne pas mettre cette structure-là et puis laisser les gens se battre au niveau de l'Assemblée nationale là-bas pour nous proposer des bons textes. Et je crois que le président Diekombe, qui est là, membre de l'Assemblée nationale, puisse aussi avoir un droit de regard et puisse aussi être regardant dans les textes qui vont en fait atterrir à l'Assemblée nationale pour faire des contre-propositions, ainsi de suite, pour nous sortir les bons textes. Lorsque vous irez aux élections et que j'ai parcouru les textes, je n'ai trouvé nulle part une garantie de transparence dans l'organisation des élections.
Ça veut dire qu'on voit comme à l'aveuglette, et puis tu t'attends à un résultat comme que la structure va donner. Il n'y a pas de voie de recours, parce que tous les recours que nous avons déposés, on nous a dit qu'il n'y a pas de preuve, sans preuve. Parce qu'on nous a interdit d'avoir accès au procès verbal. Sans procès verbal, comment tu peux donner un résultat? Les notes que nos représentants ont pris, ainsi de suite, ce ne sont pas des documents à conviction. Ça ne peut rien faire. Donc je crois qu'il faut qu'on soit sérieux, il faut qu'on aime ce pays-là. Il faut qu'on ne voit pas seulement la partie que je suis de la majorité ou je soutiens tel système ou tel système. Même ceux qui aujourd'hui incarnent cette République veulent qu'on change. Lorsqu'on met en place des structures qui échouent, quelque part il y a une volonté politique. Mais lorsqu'on met en place ces structures dirigées par des hommes, après c'est autre chose. Et donc moi c'est ça qui me fait mal dans ce pays-là. Lorsqu'on vous confie une mission, vous voulez toujours faire de telle sorte pour plaire au maître, et après c'est le catastrophe. Moi je pense qu'il faut réfléchir, on a le temps, 1 semaine, 2 semaines, pour pouvoir aller sur de bonnes bases, faire de très bonnes propositions qui puissent avoir, comme il a dit le président, on ne peut pas mettre tout le monde dedans, il peut y avoir toujours des gens qui vont dire que non, ça va, moi d'ailleurs je ne me reconnais même pas dans ce système. Aujourd'hui il y a des gens qui rejettent en bloc l'élection même du président de la République. C'est aussi leur droit, même si c'est vrai ou c'est pas vrai. Il y aura toujours des partis politiques qui ne vont pas appartenir à une organisation, une structure qui va regrouper l'ensemble de la classe politique. Ça, c'est autre chose. Non. Mais lorsqu'il n'y a pas d'ouverture, où on coupe net, soit on est de la majorité ou de l'opposition, et les autres vont se retrouver où? Ils ont le droit d'exister dans ce pays. Merci pour votre réponse, M. Ben Malala. On donne aussi la parole, sans vouloir donner des prévisions sombres du futur. Qu'est-ce qui se passerait? Qu'est-ce qui va se passer si le CPDP qu'on est en train de mettre en place échoue? Alors, moi, je pense que c'est une question importante et très importante, bon, au même titre que les autres questions, bien entendu. Je pense que le président, dans sa déclaration, le président de la République, je veux dire, a donné déjà un peu des orientations par rapport au nouveau cadre. Il a d'abord dit qu'il doit avoir un cadre permanent, un cadre inclusif, capable d'animer les débats, parce que généralement, on n'a pas au sein de nos cadres-là de débats, de vrais débats sur des enjeux. Il faudrait qu'il y ait des assemblées générales. Il faudrait que les partis membres, à travers la coordination qui va être mise en place, etc., que les gens puissent engager des débats. Si on fuit les débats, on ne peut pas atteindre les objectifs. Donc, il a dit qu'il faudrait que ce cadre-là soit capable d'animer les débats et de prévenir les crises. Ça, c'est très important. Donc, quand on dit prévenir les crises, ça veut dire, dans cet esprit d'inclusivité-là, être capable de fédérer toute la classe politique, toutes les tendances, comme le président Ben Malala le dit. Et moi, je pense que si le choix des futurs dirigeants de ce cadre-là, le choix est important. Mettre à la tête de la coordination ou de le bureau, etc., des gens qui soient capables de discuter, qui n'ont pas peur d'engager des débats contradictoires avec tout le monde, mais être capable de parler à tout le monde. Parce que s'il y a des gens qui disent non, telle personne m'a fait telle chose par le passé, moi je ne parle pas avec tel chef de parti, je ne parle pas avec ceci, cela, on ne va pas s'en sortir. Il faut être capable de parler avec tout le monde. Et moi je pense que si vous mettez des gens qui sont relax, qui peuvent discuter avec tout le monde, qui peuvent faire des propositions, qui peuvent engager des débats, je pense qu'il n'y a pas de crise possible qui puisse se poser. Donc moi je pense que tout dépendra du choix des futurs dirigeants de ce cadre-là et de modes d'alternance également au sein, parce que si c'est opposition majorité, s'il y a une troisième voie alternative qui peut intervenir, une tierce voie, on attend toujours le nom qui sera proposé par le président Ben, parce que jusqu'à présent je n'en ai pas. Alors dans ce cas-là, moi je pense que on peut travailler dans la transparence et prévenir les crises. Mais aussi, il faudrait que les gens soient... Moi, quand on dit les gens, ils vont aller là-bas, que le problème d'argent divise les gens et qu'il faudrait que les gens puissent aller là-bas et travailler sans sous, je ne suis pas aussi d'accord. Même si c'est le champ de notre père, quand on travaille dans... Moi, je suis fils de paysan. Quand on travaille dans le champ de papa, au moins, on trouve à manger. C'est-à-dire qu'après le labour, vous êtes fatigué, vous avez au moins besoin de mettre quelque chose sous la dent. Donc, il faudrait que
les gens puissent avoir quand même des indemnités, mais tout cela doit être vraiment bien géré, quel que soit le montant mis à la disposition, ça doit être bien géré et contrôlé par la Cour des comptes pour présenter des résultats très clairs. Donc voilà un peu ce que je propose. Merci pour votre réponse. On est à la fin de l'émission, mais on vous donne rapidement la parole, M. Ben Malala, de dire votre mot de fin avant qu'on clôture. Ouais, d'abord, ça me fait plaisir. Je suis très content que c'est pour la première fois que Tchad Info m'invite à son plateau, parce que j'avais moi personnellement réclamé à plusieurs reprises. C'est un honneur pour nous. Et je pense que au niveau de votre télévision, vous faites des très bons trucs qui nous intéressent, parce que le débat, c'est ça aussi le débat. Ça permet également à l'ensemble des Tchadiens de comprendre exactement ce que les acteurs politiques sont en train de faire, quelle est leur vision et tout ça, parce qu'il ne faut pas attendre la période de la campagne électorale pour pouvoir. Chaque chef de parti politique doit au moins mener des activités pour animer. Et l'animation politique, c'est aussi ça. Pour conclure, je voudrais tout simplement dire merci une fois de plus à Tchad Info et que nous sommes disponibles à participer à tout débat contradictoire pour nous permettre de faire valoir notre idée. C'était un réel plaisir pour nous de vous recevoir. Hein. On sait que de temps en temps, on va faire appel à vous. Monsieur Dikambé François, votre mot de fin. Ok, le mot de la fin, c'est de vous remercier. Hyacinthe, une fois de plus, merci à Tchad Info, merci à tous les téléspectateurs, aux auditeurs qui nous ont suivis. Je remarque que nous sommes tous trois sur le plateau, nous sommes tous des journalistes. Nous deux, on s'est engagés en politique, on a laissé le micro, donc peut-être la prochaine étape, ça va être Hyacinthe qui va aussi devenir chef de parti. Il va aussi devenir chef de parti. Donc le journalisme mène à tout. Non, mais écoutez, je crois que le débat, je suis heureux d'avoir eu ces premiers échanges là avec mon cher ami Ben Malala, et le débat contradictoire, c'est toujours bon. J'espère que les auditeurs et les téléspectateurs, en fait les téléspectateurs y ont tiré quand même quelque chose. Chacun se forge une opinion par rapport à une question politique. Donc moi je pense que la mise en place de ce cadre-là, c'est quelque chose de très très important. Et moi je pense que le maréchal Mahamat, en parlant de cette inclusivité, tient compte de toute la classe politique, c'est-à-dire des 331 partis politiques légalement constitués au Tchad. Moi, je pense que personne ne doit s'exclure sous le prétexte d'appartenance, de non-appartenance à la majorité ou à l'opposition. S'il y a des propositions à faire pour avoir une troisième voie alternative, il faut essayer de rentrer dans le cadre et tout en menant des... Parce que le rôle de cadre également, peut-être, c'est de faire des propositions de textes, etc., qui peuvent être envoyés au gouvernement pour transformer ça en projet de loi pour envoyer à l'Assemblée ou bien au Sénat, etc. Donc moi, je pense qu'il ne faudrait pas, dès le départ, s'exclure. Mais il y a, moi je lis également sur les réseaux sociaux, certains partis qui pensent que créer un cadre de dialogue politique, c'est une manière pour le régime d'avoir un contrôle sur tous les partis politiques. Et donc eux-mêmes, ils préfèrent s'exclure, se mettre à l'écart pour mieux exprimer leur liberté de penser. Et moi, je pense que tout cela, chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, je pense que ce cadre-là est important quand même, et dans un souci d'inclusivité, faire en sorte que la classe politique puisse continuer par agir. Voilà. Donc, une fois de plus, merci pour l'invitation. Merci François Dikambé. Je rappelle que vous êtes le président du parti Union Sacrée pour la République. Vous êtes aussi vice-président de l'Assemblée nationale. Je précise toujours que vous êtes venu ici avec la casquette de chef de parti politique. Merci d'avoir accepté de venir et de répondre à nos questions. Merci à ça. Merci aussi à Ben Malala Mahamat Saleh. Vous êtes aussi le président du parti Mouvement national pour la démocratie et l'alternance au Tchad, Monadat. Ouais. Merci d'avoir accepté en tout cas de venir et de répondre à nos questions. Merci chers téléspectateurs, merci chers auditeurs de la radio Tchad Info FM. Merci aux internautes qui nous suivent depuis toutes les plateformes digitales de Tchad Info. Nous avons échangé autour du dialogue politique tchadien, la dissolution du CNCP, ses forces et faiblesses et comment faire pour avoir une structure solide qui puisse être utile aux partis politiques mais aussi à la vie politique de notre pays. Nous sommes arrivés à la fin donc de ce débat. Nous vous remercions en tout cas de nous avoir tenu compagnie jusqu'à maintenant. Nous vous donnons rendez-vous en tout cas dimanche prochain pour un autre numéro de votre émission Face à Face. D'ici là, portez-vous bien et très bonne suite de programmes sur Tchad Info TV, votre chaîne d'information.
On a fini, Cyril.